Monsieur Petit, cher public, bonjour et bienvenue à ce nouveau débat des Mardis l'ESSEC, organisé avec le concours du groupe La Poste et du cabinet d'audit et de conseil Mazars. À ces premiers mots d'introduction, du fait de l'horaire du débat, je devrais ajouter un bon appétit. D'ailleurs, quoi de plus naturel que de recevoir à l'heure du déjeuner Monsieur Petit, PDG de McDonald's France. Mais ce lien apparemment logique entre l'heure du débat et la fonction de notre invité pourrait être réfuté et considéré comme fallacieux. Souvent, très souvent, McDo est accusé, du moins a été accusé dans un passé récent, de briser, de détruire le repas traditionnel. Jack l'innovant, l'angle novateur, l'éternel ministre de la Culture, se faisait il y a peu le chantre de la tradition, du repas pris à heure régulière, du repas familial. Nous nous souvenons tous de ce thème so 90s de la malbouffe. Il est défendu parfois de manière violente et tragique par quelques gauchistes aux arrière-pensées aussi subtiles que leurs grasses moustaches. À cette époque, McDo était dans le collimateur des politiques. Les municipalités ne se battaient pas pour accueillir les restaurants de la marque américaine. À chaque interview, Monsieur Petit, vous preniez quelques mauvais passing shots. Toutefois, je dois concéder quelques arguments à votre ami José. Fast Food Nation, Super Size Me, ou encore la récente vidéo espion d'une association de défense des animaux, prise chez l'un de vos fournisseurs, sont autant de preuves des dérives du géant du fast-food. Les séquelles que peut infliger la nourriture estampillée McDo sont reconnues par tous les médecins. Monsieur Petit, reconnaissez-le, vous feuilletez plus souvent le Goemio que l'anti-guide des McDo à fréquenter ou à éviter. Et je vous comprends. Évidemment, cette attaque de coup droit est facile. D'autant plus vis-à-vis d'une personne qui s'est forgé la force du poignet. Vous êtes ce que l'on appelle désormais un autodidacte. Monsieur Small, John Peter Small, comme l'indique votre compte Twitter, vous êtes le Georges Duroy, le Julien Sorel de notre époque. Foulant la terre battue au pied de la bonne mère, je vous imagine observer les cimes de Montmartre, hurlant à nous deux maintenant. Ce n'est pas le sport, le tennis plus exactement, qui vous conduira au sommet, mais votre capacité à séduire et à prendre le monde à contre-pied. Après avoir quitté l'école en première et avoir tenté l'aventure du tennis, vous débutez en bas de l'échelle dans la vente de fruits et légumes aux Halles puis à Rungis. Mais l'ambition du Rastignac sauveillant en vous ne pouvait être satisfaite de cette situation. Vous montez alors au filet, je poursuis ma métaphore filet, en filant rejoindre l'agence publicitaire TBWA. Votre véritable carrière commence en 72. Vous débutez en fond de cours, mais votre esprit offensif vous permet de prendre rapidement le jeu en main. D'un revers croisé, en 76, vous rejoignez Young et Rubicam, où vous rencontrez Jean-Marie Dru et Jean-Claude Boulet. En 84, c'est en paire de double que vous fondez BDDP pour Boulet, Dru, Dupuis et Petit. Ah, être publicitaire dans les années 80, quel beau métier. Malheureusement, l'assistance est un peu jeune pour se souvenir des chefs-d'œuvre signés BDDP. Peut-être que certains se souviendront tout de même de la campagne Caprice des dieux. Toujours est-il que BDDP se hisse rapidement au sommet de la profession en France. Chargé du réseau régional, vous supervisez les deux plus gros annonceurs de l'agence, BMW et McDonald's. McDo avait besoin d'un renfort marketing. Vous devenez en 1995 senior vice-président en charge du marketing et de la communication, puis 2 ans plus tard, directeur général France. Et en quelques années, en compagnie de Danny Hennequin, vous révolutionnez McDo. Vous prenez d'abord votre distance avec la maison mère américaine, puis vous imposez vos idées. Pour reprendre votre maxime, vous faites preuve d'entêtement, de persévérance, de ténacité, de fermeté, de résolution, de constance, d'opiniâtreté et de mauvaise foi. Vous tentez la transparence face à la crise de la vache folle. Vous écrivez « McDo passe à table » suite à l'affaire de Millau. Vous implantez McDo au Salon de l'Agriculture. La France, pays de la gastronomie d'Alain Ducasse et de Paul Bocuse, devient le 2e pays le plus rentable après les États-Unis. Un tour de force dans un pays où les gens préfèrent manger chez eux. Vous embourgeoisez peu à peu McDo, malgré la résistance d'un bastion d'irréductible 7e arrondissement. Vous réinventez le concept en vous adaptant toujours aux usages des Français. Je pense au service à table. Vous refondez le visuel de la marque. Bref, vous parvenez à séduire toutes les générations, à faire de McDo une référence universelle, quel que soit le régime social. À tel point que vous parlez aujourd'hui dans Durkheim. Vous appelez de vos vœux les intellectuels à se pencher sur la fonction sociale de McDonald's, son rôle dans le processus d'autonomisation, de socialisation et d'éducation des jeunes. Il est vrai que les aires de jeu et les anniversaires McDo ont certainement créé un peu le lien social, tout de même. Ce que vous devriez avant toute chose demander aux intellectuels, c'est de comprendre pourquoi chacun d'entre nous, au moins une fois dans sa courte existence, a eu ce réflexe de passer chez McDo au lendemain d'une soirée un peu trop arrosée.
Mais je vous rassure, Monsieur Petit, ce n'est pas pour discuter de cela que nous vous avons invité aujourd'hui. Non, la véritable raison, c'est que nous venons tous de passer un mois à manger 4 fois par semaine chez McDonald's pour récupérer cette satanée vignette de la rue de la Paix. Encore une belle réussite marketing. Monsieur Petit, l'heure fatidique est arrivée, c'est désormais à nous de vous cuisiner, alors à table. Monsieur Petit, merci d'avoir accepté l'invitation des mardis. Vous disposez bien sûr d'un droit de réponse à la présentation qui a été faite de vous par Sylvain. Non, je trouvais ça c'est pas mal, assez juste. Non, c'était moins caustique que je le pensais. Donc je ne vais pas utiliser mon droit de réponse. On va quand même revenir sur certains points, vous avez plus de 60 ans. Vous avez arrêté vos études après la première. Oui, c'est pas très poli de dire votre âge, mais... est-ce que vous voyez... 65 ans. 65 ans, mais j'avais moins. Est-ce que vous voyez comme un self-made man français qui aurait vécu le rêve américain ? Non, mais les choses, comme toujours, s'analysent a posteriori. On peut les regarder comme ça. C'est comme dans la publicité. Hein. On fait les bonnes stratégies après avoir fait une bonne campagne, rarement l'inverse. Donc je peux en effet un retour sur moi et d'avoir parcouru ma vie, en effet, qui ne s'est pas passé par le chemin du diplôme. Mais ne vous trompez pas, hein. Ce que je n'ai pas fait entre 15 ans et 25 ans au niveau de travail, je l'ai fait après. Il n'y a pas de miracle. Donc... les choses se récupèrent de toute façon à un moment ou un autre. Non, c'est vrai que le parcours de BDDP a été une passion formidable. Vous êtes un peu tous jeunes, mais c'est vrai que cette agence a marqué les années 80-90. Et puis ensuite, l'aventure de McDonald's est aussi passionnante, mais on va y revenir dans le sens que d'avoir contribué à trouver les ressorts, les recettes pour accompagner cette entreprise en France dans cette opposition qui est cette marque qui est le symbole même de la globalisation, alors qu'au fond d'elle-même, elle est l'inverse de la globalisation. Si on part du postulat que la globalisation, c'est, je dirais, détourner de la valeur ajoutée, quelle qu'elle soit, vers l'extérieur du pays, de la ville ou du département, McDonald's, c'est juste l'inverse de la globalisation, puisque nous investissons, nous intégrons, nous écoutons à la fois par le travail d'analyse qui est le nôtre, et puis surtout par notre système même, qui est ce réseau de franchisés, qui sont, eux, des entrepreneurs indépendants implantés dans leur ville, dans leur quartier, dans leur région. Et c'est vraiment cette balance entre ce local, comme on dit, un global et très local, qui est sûrement une des recettes du succès de McDonald's et qui nous a permis de nous intégrer. Et c'est vrai que cette intégration et d'avoir su convaincre le management américain qu'il ne fallait pas appliquer en France et dans notre pays en Europe un système à l'identique est sûrement une grande fierté. Vous parlez des franchisés. On a trouvé un chiffre comme quoi il n'y avait que 25% de franchisés dans le groupe McDonald's. Ce qui fait, en France, pardon, pour McDo France, on parle essentiellement de McDo France, excusez-moi. Donc 25% franchisés, pour vous, c'est un chiffre qui doit augmenter ou c'est un chiffre qui est stable, ou est-ce que c'est lié au fait qu'il n'y a pas assez de candidats ou est-ce que c'est lié au fait que vous ne voulez pas augmenter ce chiffre ? Le chiffre est inexact. Nous avons 80% de nos restaurants qui sont gérés en franchise et 20% qui sont gérés directement par l'enseigne McDonald's. Sur ces 80% en franchise, ça représente environ 290 franchisés. Et la liste est au contraire très, très longue. La liste d'attente était très longue et le parcours des combattants pour y arriver est très difficile parce que c'est une enseigne qui, dans les premières années, c'était l'aventure. On va dire c'était les autres plus entrepreneurs qui souhaitaient rejoindre McDonald's. Et puis depuis quelques années, comme la soupe est bonne, on va dire, que beaucoup de cadres qui sont dans la deuxième partie de leur carrière ont peut-être envie de quitter le monde du salarié ou de la petite entreprise et arriver auprès d'une entreprise qui d'abord est une grande entreprise mondiale avec tout ce que ça apporte en termes de savoir-faire, de valeur ajoutée, de sécurité, mais en même temps dans lequel ils vont pouvoir exercer des valeurs d'entrepreneurs plus personnelles. Ils vont investir dans cette affaire. Pour vous donner le cadre dans lequel ça se passe, un franchisé en général
40, 45 ans, a réussi sa première partie de carrière, pas dans la restauration particulièrement, mais en tout cas en tant de manager, puisqu'en fin de compte, son travail va être de manager ses équipes, qu'il ait 1, 2, 3, 5 restaurants. Il faut qu'il ait un peu d'argent. On veut lui faire faire l'acte d'un investisseur, comme s'il montait sa propre affaire. Donc il co-investit avec McDonald's. Il a un contrat de location-gérance, qui n'est pas un contrat de franchise. Un contrat de location-gérance, c'est un tout petit peu différent. Enfin, c'était des équipiers avant ? Pardon ? Ils étaient équipiers avant, ces gens ? Alors, certains pouvaient être équipiers, bien entendu. Certains pouvaient être directeurs de restaurants. En général, quand même, on a à peu près sur les 40 restaurants qu'on ouvre chaque année, on a à peu près 10 restaurants qui sont donnés à des gens qui sont déjà des franchisés, donc de l'expansion naturelle. Et puis, on a sur les autres restaurants, on a la moitié qui viennent de l'extérieur, donc qui ont le profil que j'indiquais. Mais une partie aussi peut venir soit des équipes du restaurant, donc certains ont pu commencer équipiers. En général, s'ils deviennent franchisés, c'est qu'ils ont eu au moins 20 ans d'équipiers, puis de managers, puis de directeurs dans les restaurants des franchisés. Et d'autres sont des cadres qui viennent de chez McDonald's, de façon à la fois à permettre à l'interne d'avoir l'ascenseur social, je dirais, un ascenseur de progression, d'évolution, en restant dans la franchise, ne voulant pas quitter l'enseigne, mais ayant envie eux aussi d'avoir quelque chose de plus entrepreneur, soit venant de l'extérieur, avec des populations assez hétérogènes, pour continuer à créer cette richesse. J'ai l'habitude de dire que j'ai le plus grand conseil d'administration de France. Le tout, c'est de bien savoir l'utiliser. On voit donc pour vos franchisés essentiellement et vos patrons de restaurants, vous recrutez des gens qui ont 20 ans d'expérience professionnelle ou des gens qui ont été équipiers avant ou qui ont une autre expérience. Est-ce que vous recrutez des étudiants de grandes écoles et qu'est-ce que vous pensez de ces étudiants par rapport à leur capacité à s'adapter à votre modèle économique ? Alors là-dessus, il faut bien faire la différence entre trois populations. D'abord, on en a parlé, ceux qui vont avoir accès à la franchise. Donc le profil d'un étudiant d'une grande école n'a pas accès à la franchise, puisque d'abord, allez faire vos dents dans d'autres entreprises, dans d'autres métiers et réussissez. Et si dans 20 ans, vous voulez venir nous voir pour être franchisé, je suis persuadé, vous me rappellerez, enfin, moi je ne serai plus là de moi, mais enfin... ça, c'est la voie. Par contre, c'est vrai qu'il y a ensuite deux types de recrutement que nous avons. Les recrutements pour les restaurants, pour devenir équipier et encadrement du restaurant. Aujourd'hui, non, les cursus tels que le vôtre ne s'apparentent pas, ou rarement, en tout cas, pour devenir équipier. Quoique l'on a, non pas dans des profils comme le vôtre, mais quand même dans des bacs plus 2, plus 3, des gens qui ont fait des études universitaires sans savoir pourquoi, vont faire à temps partiel un travail chez McDonald's et s'apercevront au bout de quelques temps qu'à la fois l'esprit, à la fois les motivations qu'ils peuvent en avoir, à la fois les perspectives que peut leur donner McDonald's, vont peut-être quitter leurs études et rejoindre McDonald's. Et aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes étudiants qui ont pris le chemin de McDonald's et se retrouvent à 30 ans, 35 ans, dirigeants de restaurants. Après, dans la partie siège, dans les départements marketing, dans les départements finance, qui sont des filières plus traditionnelles, donc là, bien entendu, on a des profils de ceux de votre école qui rentrent. Je mentionnais à votre directeur tout à l'heure que nous avons par exemple deux cadres qui étaient directeurs du marketing France, un garçon qui s'appelle Pierre Voracek et Jérôme Tafani, qui étaient directeurs financiers, ont travaillé pendant 10-15 ans chez McDonald's. Ils ont aujourd'hui des responsabilités à l'Europe extrêmement importantes. Et ce sont des gens qui ont subi il y a quelques années le même parcours que le vôtre. Oui, on subit. Et justement, c'est moi qui le dis, parce que je n'en ai pas fait. Justement, on voulait savoir un peu comment vous gériez vos équipes, comment elles vous subissent. Vous avez cité une phrase là où je suis coléreux, entêté, de mauvaise foi. Votre droit de réponse ? Mais non, c'est pas un droit de réponse. C'est sûrement une vérité. Ces grosses entreprises qui sont prises souvent dans un triptyque. On a bien sûr le monde international avec tout ce qui fait partie de la globalisation. On a des franchisés en prise directement avec le cœur du terrain et le cœur de la réalité. Et puis on a un business face à des concurrents, face à un marché français, face à des politiques, face à des opposants, etc. Et c'est dans cette triptyque qu'il faut conduire le chemin de l'entreprise et que tout le monde s'y retrouve. Donc c'est vrai, ça demande un peu de vision sur l'avenir, un peu de regard. Pas trop de concessions parce qu'on va s'y perdre, parce que les enjeux
du siège McDonald's aux États-Unis, les enjeux des franchisés qui vont avoir une politique plus court terme automatiquement, et puis les enjeux de l'ancienne en France qui doit prendre en compte les configurations, que ce soit du consommateur et de l'évolution de ses goûts, les opposants, on y viendra sûrement, vous savez qu'on a eu beaucoup d'opposants à notre implantation, à notre réalité, amènent, je dirais, une certaine volonté pour avancer droit. Alors après, chacun le fait à sa manière. Moi, je le fais en parlant fort, mais ce n'est pas automatiquement une qualité. D'autres le font en parlant doux. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est avancer droit. Dans une vidéo de vous, vous vantez d'avoir rencontré 10 000 équipiers. Comment on fait ? En 12 mois. Vous trouvez des choses sur moi. 12 mois. Non, mais c'est une interview de vous. Vous parlez, vous dites que vous avez rencontré 10 000 équipiers. Moi, je passe la moitié de mon temps à rencontrer des franchisés et donc par conséquent des équipiers. Et vous avez parlé de chat, c'était surtout sur ce, oui, sur ce tout à point fait, qu'on vous pardon. interrogeait. C'est-à-dire, oui, c'est exact. À des moments, on parlait comment conduire le mouvement de la société, et vous ne pouvez pas conduire dans une entreprise qui s'appuie sur un réseau aussi hétérogène, de profils extrêmement différents, implantés dans tout le tissu français, rencontrer physiquement 10 000 équipiers. Et donc, les nouvelles technologies aidant, on avait pendant un an et demi, pour expliquer les évolutions de l'enseigne, le modèle, comment on le voyait évoluer, les ruptures que l'on allait faire, les nouveaux produits, etc. On avait organisé de manière régulière, je crois que c'était tous les mois, enfin peu importe, un système de chat qui invitait l'ensemble des équipiers à pouvoir s'exprimer et parler en direct avec le président de la société. En fait, on n'a pas poursuivi ça parce que malheureusement, je me suis aperçu très rapidement que c'était une caisse de résonance aux difficultés qu'ils pouvaient avoir avec leurs franchisés. Et donc on me parlait plus de critiques du franchisé qu'ils pouvaient avoir dans la gestion individuelle qu'ils ont de leurs collaborateurs. Et donc ça tournait un petit peu un règlement de compte, et il n'est pas dans ma responsabilité de gérer les problèmes des équipiers qu'ils peuvent avoir sur le plan social, sur le plan de leurs relations, sur le plan de leur évolution avec les franchisés. Les franchisés, encore une fois, sont des entrepreneurs indépendants, et même si on a une politique sociale, je dirais, cohérente au niveau de l'enseigne, l'application de cette politique est propre aux franchisés. Donc on a quitté ce chemin-là, on en a pris d'autres. Vous êtes donc le représentant de la marque McDonald's plus que de votre franchisé. Sur votre veste, on voit que vous avez le célèbre M, qui est le symbole le plus reconnu au monde, devant la croix du Christ. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Puissance de symbole. D'abord, ce qui est intéressant dans le M que je porte, c'est qu'il est d'abord marqué sur un fond vert. Oui, mais ne vous inquiétez pas, on va en parler. Voilà. Il est sur un fond vert. Mais il est resté jaune. Il est resté jaune. C'est ce que j'explique. C'est ce que j'explique aux États-Unis, c'est qu'on n'a rien changé en fin de compte. J'ai le sentiment, en effet, que cette croix, comme vous l'indiquez, est quand même un signe de reconnaissance et un signe qui est complexe dans le sens qu'il porte à la fois des caractéristiques, je dirais, purement alimentaires, par une famille de produits qui s'inscrit bien dans le temps d'aujourd'hui, mais on sait très bien qu'il va beaucoup plus loin dans ce rôle à la fois de socialisation qu'il représente, de liberté, et c'est assez curieux du reste de voir comment bientôt 40 ou 50 ans après mai 68, qui a indiqué, ou les années qui ont suivi, qui ont indiqué un peu le basculement d'une société du 19e siècle. J'ai l'habitude de dire que le 19e siècle s'est arrêté après De Gaulle, ou mai 68, et que cette rupture, qui a été la raison de l'installation ou du succès de McDonald's au départ, aujourd'hui encore, c'est toujours ce même levier qui en est le principal moteur. Et quand on développe, il y a 2 ou 3 ans, une campagne de publicité « Venez comme vous êtes », on voit bien que dans cette collection de mots, il y a toujours la même essence de la valeur ajoutée de McDonald's, lieu de liberté, lieu de simplicité, lieu de décontraction, où on est en rupture donc sur McDo, les convenances. Excuse-moi de vous couper, mais donc McDo, en fait, c'est transgressif. Pas de couvert, pas d'assiette, pas de vaisselle, et on continue à manger avec ses doigts jusqu'en 2050 ? Alors, il y a 2 problèmes à ça. Il y a un problème qui va nous toucher du doigt, c'est le problème de la sécurité alimentaire.
La sécurité alimentaire, bien entendu, elle est chez nous dans la manière dont on traite nos aliments dans l'ensemble de la filière. Et il faut être extrêmement, bien entendu, attentif à tout ça. Nos process sont très lourds, je dirais, mais on sait très bien que le process est une chose, l'application du process en est une autre. Et donc, en permanence, il faut qu'avec un énorme turnover de personnel, nous ayons la capacité, que ce soit en amont du restaurant ou en aval du restaurant, que ces problèmes de sécurité alimentaire. Mais le problème de la sécurité alimentaire, il vient aussi du fait que nous mangeons des produits avec nos doigts et des produits sans être à laver les mains. Et on a tous appris dans notre temps d'enfance qu'avant de manger à table, passer à table, on se lavait les mains et en plus on mangeait des couteaux et des fourchettes. Donc, c'est pas pour ça qu'on l'a fait, mais c'est vrai que nous allons réintroduire en France le service à table. Avec des couverts ? Alors non, on n'aura pas de couvert, on aura tout simplement une manière de consommer qui sera quand même plus calme, plus posée. Et puis moi, je ne vous cache pas, pour reparler de Jack Lang, que ceux qui nous ont le plus critiqués pour cassant, brisant ce repas traditionnel français dans lequel nous avons été tous très, très attachés, que 30 ans après, l'entreprise qui a été le plus accusée d'avoir cassé ce moment traditionnel de moments d'échange avec nos familles, 30 ans après, à notre manière, donc c'est vrai, en mangeant avec les mains, on remet le service à table. Il y a un côté un peu de renvoi d'ascenseur qui me plaît bien. Donc vous avez l'impression d'avoir échangé les rôles ? Non, on n'a pas échangé, mais on a écouté. Je crois que ce qu'on ne dit pas assez, c'est que, et le livre que je vous ai remis, dont le titre est « Soudain ils se parlèrent », vous le verrez, c'est pas un livre du reste sur McDonald's, c'est un livre qui donne la parole à différents essayistes, journalistes, intellectuels, artistes, de s'exprimer sur les choses du changement de notre société française au cours des 30 dernières années, dans lequel on a été soit acteur, soit témoin, soit observateur. Alors on trouve la nourriture, bien entendu, on trouve la jeunesse, etc. Mais ce livre montre bien que nous avons été témoins de l'ensemble de ces changements en essayant de les intégrer. Et donc ce livre, et ce que vous dites, est en effet le fait, je crois, que par l'intégration de la couleur, par le service à table, l'intégration de Wi-Fi, la ligne de produits que nous avons développée, etc., ont montré qu'on a su casser, je dirais, sans remettre en cause notre modèle, notre business model, parce que je n'ai pas l'autorité de remettre en cause notre business model, j'ai tout simplement l'autorité de le faire adapter à l'environnement qui est le nôtre. Et je crois qu'au fil du temps, si aujourd'hui les politiques, les journalistes, les José Bové, co... Parlons-en d'ailleurs, parlons-en, tiens. Ouais, est-ce que le verdissement du logo McDo, c'était une réconciliation avec Bové 10 ans après ? Vous avez réconcilié les Français en remettant le service à table en ce moment. Est-ce que le verdissement, c'était pour réconcilier les McDo et les écolos ? Est-ce que Bové vient dîner chez vous ? Je l'ai invité, je voulais l'inviter du reste à écrire dans ce livre, il a refusé, j'ai trouvé ça dommage, parce que 20 ans après, ça aurait été amusant. En plus, il avait une page tout à fait, ou 10 pages tout à fait libres. Enfin, il a refusé. Oui, enfin, ça aurait été un peu la honte pour lui. Non, mais l'opinion publique, les journalistes aiment bien cette bascule. Vous imaginez que dans une entreprise de cette taille, c'est pas un événement aussi médiatique soit-il qui est la bascule. Donc c'est vrai que ça faisait déjà, bien sûr, très longtemps que sur des sujets comme la qualité alimentaire, la sécurité alimentaire, la traçabilité, etc. Alors après, oui, moi je pense que José Bové a été un catalyseur, donc un accélérateur au mouvement. Il y a une lisibilité plus forte de mouvement, donc dans ce sens-là, je le salue. Mais d'ailleurs, vous le saluez pour... Bon, il a cassé le McDo à Millau, tout ça, tout le monde a entendu parler de cette histoire. Mais du coup, 2 ans après, 2001, McDo arrive au salon de l'agriculture, vous devenez vous étiez depuis longtemps le premier acheteur de bœuf en France. Et donc du coup, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir quelle politique vous appliquez par rapport à l'achat de vos produits agricoles. Quel prix vous fixez à vos fournisseurs ? Quels critères de traçabilité ? Quels critères de provenance ? Est-ce qu'à terme, je peux avoir du bœuf argentin dans mon Big Mac ? Avec la mondialisation de l'agriculture. Il en a très peur. Oui, je suis très bœuf français. Il y a plusieurs aspects. Le problème de l'origine des produits, il évolue avec le temps et avec l'industrialisation. Le point est surtout le cahier des charges et le respect des cahiers des charges. Le fait d'avoir une viande purement française est artificiel, non pas dans le signe que ça donne
politique vis-à-vis de l'agriculture, sur le plan purement économique, sur le plan de la qualité alimentaire. Je peux avoir de la viande qui provient d'Allemagne, d'Irlande ou même d'Argentine. Dans ces cas-là, on peut avoir des patates Fortuna qui viennent d'Allemagne qui sont OGM. Si tout peut venir de partout. Attendez, laissez-moi juste répondre à la question avant de m'en poser une autre. Après, je viendrai au sujet des OGM. Donc, j'essaie de répondre à votre première question qui consiste à dire le salon de l'agriculture, pour nous, c'est un acte de visibilité du travail que nous faisons. Mais ce qui est important, ce n'est pas les 8 jours du salon de l'agriculture. Ce qui est important, ce sont les 51 semaines dans lesquelles nous ne sommes pas au salon de l'agriculture et le travail que nous faisons avec les fournisseurs. Il faut bien comprendre, compte tenu des masses et des volumes que nous faisons, le problème technique d'un fournisseur est de pouvoir approvisionner l'ensemble de nos restaurants. Donc, à la différence de la distribution en général, nous sommes dans une relation long terme avec nos fournisseurs et nous ne faisons jamais appel aux meilleurs offrants chaque année, comme on le fait dans d'autres métiers, dans d'autres secteurs de la distribution. Pourquoi ? Parce que la qualité, on ne peut pas demander à un prix et on ne peut pas demander à un fournisseur qu'on remettrait en cause chaque année de nous assurer sur le plan de la traçabilité, sur le plan des volumes, sur le plan de l'hygiène, sur le plan du bien-être animal, sur le plan, aujourd'hui, de plus en plus des efforts à apporter sur le plan de du développement durable et de l'environnement, les efforts qu'on leur demande et les investissements qu'ils font. Donc, pour répondre à votre question là-dessus, c'est vrai que notre relation avec l'agriculture française, quelles que soient les filières, s'inscrit dans le long terme. Et si aujourd'hui on a été accepté au Salon de l'agriculture et que l'image du monde agricole par rapport à McDonald's, que ce soit au niveau des ministères, au niveau des responsables syndicats, s'est terriblement amélioré et par conséquent auprès du consommateur, c'est bien parce qu'on se situe dans un travail de 20 ans et non pas d'un travail suite à l'intervention de M. José Bové. Sur la question des OGM maintenant... Qui est d'actualité ce matin, puisqu'il y a eu fin du moratoire en France sur les OGM. Il y a une fin de moratoire, donc les conséquences de cette fin de moratoire, on verra dans les semaines ou dans les mois qui viennent quelle est la position. Pour l'instant, jusqu'à ce matin, aujourd'hui, nous n'avons pas de produits OGM vendus chez McDonald's et nous en donnions à distance. Ensuite, nous prendrons la décision sur le plan à la fois économique, à la fois politique, à la fois stratégique. Est-ce que cette absence de changement de moratoire, quelles sont les conséquences que ça en a ? En tout cas, ça n'a pas de conséquences sur le court terme. Et pour finir sur votre politique globale, c'était par rapport à votre politique d'implantation. Vous allez ouvrir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 40 McDo par an pendant 5 ans. Est-ce qu'on va avoir des McDo qui vont faire la place Belle au centre-ville comme le fait Subway ? Ou est-ce qu'on va avoir des McDo qui vont continuer à faire la part belle à la zone industrielle entre Ikea, Gosport, Babou et autres magasins d'aménagement de la maison ? Vous savez, quand moi je suis rentré chez McDo, il y avait un patron américain. Donc il y avait 17 restaurants quand j'ai rejoint McDonald's en 1994. 17 ou 18 restaurants. Non, pardon. En 84, quand on a gagné le budget chez BDDP, il y avait 17 restaurants. Il y avait un Américain qui s'appelait Rodney Menendez qui venait d'Atlanta et qui me disait « Vous savez, Jean-Pierre, il faut vraiment que vous y croyiez à McDonald's, parce que vous verrez un jour, on aura 100 restaurants. » Quelques années après, on a eu 100 restaurants et le même garçon me disait « Jean-Pierre, il faut continuer à y croire, vous verrez un jour, on aura 500 restaurants. » Quand je suis rentré chez McDonald's, il y en avait 600. Aujourd'hui, on en a 200. Il y a une limite ? Et donc, on ne sait pas très bien... si j'ai une vision en effet à court moyen terme, parce qu'il faut bien comprendre que le développement de McDonald's, c'est pas comme en Chine où il y a un potentiel colossal, il suffit d'avoir des bras et des hommes et de l'argent pour s'implanter. Nous, on est un petit peu comme une voiture dont la route se créerait et le macadam se créerait au fur et à mesure qu'on avance. Aujourd'hui, nos sources de croissance sont de plusieurs niveaux. On a des niveaux, le premier qui bien entendu, qui est la qualité et l'évolution que nous avons fait, qui nous permet aujourd'hui d'avoir accès à des populations ou à des cibles qui ne nous étaient pas destinées, un peu plus vieillissantes, et qui avaient l'habitude d'aller dans la restauration, petite restauration française traditionnelle. Mais ce n'est qu'une partie des choses. On a une deuxième et une troisième partie qui sont... Pardon. Une deuxième et une troisième partie qui sont aussi importantes et qui sont liées au marché. Le premier élément, c'est qu'on bénéficie de ce que j'appelle de l'empilage des générations. Il y a 20 ans, 25 ans, un gosse qui avait 20 ans, 25 ans, il allait chez McDo. Son père qui en avait 40 ou 50, il ne savait même pas que ça existait, McDo. 20 ans, 25 ans après, le même gosse qui avait 20 ans, lui, il continue à aller chez McDo. Il y va plus, il y va moins, en fonction de ses pouvoirs d'achat, en fonction s'il y a des enfants ou pas. Et puis dans 20 ans, il aura 70 balais. Il ira aussi chez McDo de la même manière. Donc on voit bien
qu'on bénéficie de cette espèce de sédimentation des populations qui nous crée un volume colossal. Le deuxième sujet aussi de forte évolution qui nous permet de continuer à ouvrir des restaurants est le fait que l'évolution des styles de vie évolue, que la restauration à domicile a tendance à diminuer et que, alors Paris, je sais que c'est un petit peu faux quand on regarde Paris, mais dès qu'on va en province, les gens vont toujours déjeuner chez eux à midi ou vont à la cantine. Donc on voit bien qu'on a, au-delà du travail proprement dit de McDonald's, qu'on a un potentiel de développement qui se crée au fur et à mesure du temps. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on ouvre dans des villes de 10-15 000 habitants, alors qu'avant, on ouvrait dans des villes de 20-30 000 habitants. Alors non, à votre question maintenant, est-ce qu'on fera comme Subway ? Non, tout simplement parce que, et vous le voyez bien, notre business model repose notamment sur une cuisine qui coûte beaucoup d'argent. Vous avez vu qu'elle est très informatisée, donc on a des points morts qui sont aux alentours de 2 millions, 2,5 millions, et on ne peut pas avoir un point mort qui soit à 300 000 ou à 400 000 euros comme Subway. On a une offre, on a de l'air conditionné, on a un grand lobby, on a un drive, donc notre machine aujourd'hui est telle. Moi, je ne crois pas qu'il y aurait un intérêt à avoir des McDo limités. C'est-à-dire où on aurait une offre réduite, où on n'aurait pas d'aire de jeu, où on aurait un lobby exsangue, où on devrait manger debout, etc. Je pense que l'expérience McDonald's est un tout, et c'est ainsi qu'il faut la poursuivre, et on le voit du reste depuis maintenant 5-6 ans. Le volume moyen de nos restaurants a pratiquement, on ouvrait des restaurants il y a 7-8 ans qui faisaient 1,8 million, 1,9 million de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, les mêmes ouvertures, les 40 dont vous parlez, font bien plus que ça, puisqu'on est plutôt sur des chiffres de 2,5 millions, 2,6 millions, qui est quand même extrêmement important. Ouais, c'est pas mal. Est-ce que vous êtes en train de faire avec l'architecte designer Norgay le projet Racine de réinstaurer de la convivialité, justement, plus manger debout, faire des restos McDo, ce qu'on avait comme les diners aux États-Unis, ça rentre aussi dans cette nouvelle stratégie ? Alors, on a fait une grosse mutation par rapport à l'image un peu fonctionnelle du McDo américain où toutes les choses étaient un peu bon marché. C'est vrai que l'évolution qu'on a fait depuis 10 ans sur le décor, le design, les couleurs, l'atmosphère des restaurants a probablement été un facteur extrêmement positionnant pour l'enseigne. Cette stratégie d'upgrading nous a été très très favorable. Moi, je pense que dans les années qui viennent, les choses vont énormément bouger, et c'est notamment les nouvelles technologies qui vont probablement nous apporter la plus grande mutation dans la forme physique de nos restaurants. Et je ne parle pas de la cuisine, je laisse ça pour ceux qui y travailleront un jour, je parle du côté comptoir et lobby. Et c'est vrai que quand on se projette, la vision que j'ai, que dans 4-5 ans, cette idée d'avoir ce comptoir avec des caisses, une bande d'équipiers et puis des gens qui s'entassent à l'heure du déjeuner dessus, moi c'est une image que je ne projette pas de McDonald's. On n'aura plus cette image-là. L'arrivée des technologies, que ce soit par les kiosques, que ce soit le service à table, que ce soit demain le web order, les commandes par téléphone, la reconnaissance vocale qui vous permettra d'avoir votre commande prête juste quand vous passez dans la porte du restaurant, c'est demain, c'est quand demain, et c'est demain, c'est pas dans 10 ans. Parce que les nouvelles technologies vont très vite, il faut tout simplement les adapter avec prudence, et c'est vrai que le physique de ces restaurants va changer. Si le physique et le comptoir qui aujourd'hui structure notre restaurant change, c'est vrai que les gens vont avoir besoin de choses encore plus conviviales, encore plus personnalisées, encore plus intimes. Donc le travail que nous faisons actuellement par Norgay n'est qu'un choix qui a été fait. Je dirais que notre choix de l'entreprise, on peut le faire avec un architecte ou un autre architecte, il est bien dans ce métier aussi qui se ressemble à la publicité, qui ressemble à des métiers, de savoir faire appel à plusieurs talents, parce que je crois que c'est dans la variété aussi, où chacun d'entre vous, en fonction de vos goûts, en fonction de votre culture, de votre envie, du moment, en famille, on ne va pas dans le même restaurant qu'on va avec son copain ou avec son Jules, et donc c'est bien que venez comme vous êtes, quoi. Depuis 10 ans, on n'entend plus du tout parler, enfin beaucoup moins parler des problèmes de McDonald's. Récemment, aux États-Unis, ils ont eu un problème avec Mercy for Animals, mais en France, c'est assez récent, mais il y a des parents qui ont signé une pétition à Franconville pour lutter contre l'installation d'un McDo dans une zone où il y a 3000 élèves. C'est une grande bêtise, ça. Ils n'allaient pas à McDo quand ils avaient 20 ans, c'est ça ? Il y a 35 000 habitants, il y a 60 personnes qui se réveillent. 1400 signatures, quand même. Permis, oui, enfin, vous voyez la mairie, nous, il y a un lieu, comment dire, il y a un centre commercial à côté, on s'installe sur un centre commercial, il y a une école à côté d'un centre commercial, c'est pas complètement débile pour McDonald's de s'installer pas trop loin d'une école ou à côté d'une université, on fait juste notre business. Oui. Laissez-moi juste terminer. Je pense qu'il est dommage
que la loi est faite en France, qui est ce qu'on appelle le recours des tiers. Et donc, le mensonge du recours des tiers, très honnêtement, moi, j'y arrive pas. Hein, mentir au recours des tiers et mentir à la mairie, ça se saurait si on pouvait. Donc, on a bien précisé qu'on a déposé un permis au nom de McDonald's. Les gens, les parents d'élèves bien pensants, n'avaient qu'à aller faire un recours des tiers, comme ça arrive de temps en temps. Du reste, ça nous arrive, pas dans des cas comme ça, mais ça nous est arrivé de devoir faire marche arrière, sur Paris particulièrement, dans des lieux très protégés. Dans le 7e, on a beaucoup de mal D'abord, on a beaucoup de mal à trouver des restaurants, des clients aussi, parce qu'ils sont c'est vrai que les ministères, ils sont pas très McDo. Hein. Ils ont tous mon âge. Comme j'habite dans le 7e, ils ont tous mon âge. Donc c'est vrai qu'ils sont pas très McDonald's. Mais avec Ricciarda Dati, on va sûrement y arriver. Pour conclure, on va vous proposer la tradition des mardis qui s'appelle le petit jeu. Donc on a 2-3 questions à vous poser. Donc premièrement, les questions qu'on n'a pas osé vous poser pendant l'interview. Quel est votre hamburger préféré? Le Big Mac. Classique. Facile. Au pain complet, pardon, j'ai oublié de dire. Au pain oui. complet. Oui, c'est meilleur. C'est grâce à vous qu'on a ce changement. Pardon, j'ai pas entendu la question. C'est grâce à vous qu'on a ce changement. Cette C'est proposition. vous qui l'avez proposé, le Big Mac pain complet. Oui, c'était compliqué ça. Vous voyez, c'est un petit truc, mais c'était très compliqué. Dans l'idée d'un groupe, il y a des icônes, et celui-ci... Mais en fait, compte, les Américains sont très, très curieux dans leur management. Moi, j'ai dit toujours qu'il vaut mieux s'excuser que demander la permission. J'aurais demandé la permission, on m'aurait jamais autorisé. Et en fin de compte, passer au vert, changer les décors, mettre le Big Mac quand même, qui est le produit où personne n'a le droit de toucher, il y a des bibles comme ça, etc. On le passe dans un pays, et en fin de compte, on dit rien. En parlant de Bible, c'est top, hein. En parlant de Bible, vous êtes un peu le dieu de McDo en France. Du coup, est-ce que vous avez le droit à plusieurs sauces quand vous allez à McDo? Sur le Big Mac? Non, mais plusieurs sauces. Les sauces frites, une sauce pour les nuggets, je sais pas, une sauce curry en plus. Oui. Parce que moi, j'ai pas le droit. Hein. Non, aussi, je suis persuadé que vous allez pouvoir négocier. Maintenant, la borne, je la paye en plus. Négocier. Ils sont très, nos équipiers sont très tolérants là-dessus. Et vous en avez plusieurs? Non, je pense à celle que je préfère. Vous préférez laquelle? Ça dépend laquelle, ça dépend les fois. Maintenant, on va vous demander de comparer des personnalités et des produits McDonald's. Pour vous, Hollande serait quoi? Le flambi n'est pas une réponse. Non, un Big Mac. Un Big Mac, donc, bien moelleux quand même, mais en même temps un peu consistant. Il ne faut pas non plus être trop sévère. Un Big Mac pain complet? Un Big Mac pain complet de régime peut-être? Un Big Mac au pain complet, en se disant, c'est vrai que son régime qu'il a fait, on devrait, enfin vous êtes très jeune, mais moi qui me préoccupe de ces choses-là, je devrais l'écouter. Eva Joly. Vous voulez qu'on l'écoute sur quelque chose? Eva Joly. Eva Joly. Une salade. Eva Joly. Une petite salade, non? Eva Joly, Sunday. Pardon? Sunday. Un Sunday, oh c'est mignon. Avec ou sans cacahuètes? Avec cacahuètes. Et vous seriez quoi? Un petit wrap? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous retourne la question. Qu'est-ce que vous en pensez? La gamme, moi je vais être la gamme. La gamme générale. Non mais le wrap, le gros wrap. La gamme générale. La gamme totale. On va maintenant passer aux questions du public. Si vous pouvez vous présenter et avoir une question claire et vous lever, vous présenter et avoir une question claire et rapide. Merci. Les micros arrivent. Bonjour. Donc en fait, moi je suis d'une école d'agronomie de Cergy et j'ai une petite question en fait. Donc je sais que les différents McDo du monde sont regroupés en régions. Donc McDo France, c'est McDo Europe du Sud. Et donc la force de McDo France, comme vous l'avez dit, c'est d'avoir appliqué un management systématique. Comment est-ce qu'on peut assurer une coordination des différents McDo, McDo Europe du Sud quand on sait qu'il y a le Maroc, la Grèce ou Malte? Il y a aussi l'Italie, l'Espagne, la Hollande, la Suisse. Oui, mais il y a surtout une différence. McDo Maroc, par exemple, ça n'a rien à voir avec McDo France, même au niveau de la politique. Vous savez, c'est vrai que le principe de McDonald's, c'est que les pays sont très autonomes dans leurs décisions de management, comme nous le sommes en France. J'ai cité quelques exemples. Donc, le rôle du management, dans la responsabilité, n'est pas prendre la décision à la place de l'équipe de direction, quels que soient les pays, parce qu'en effet, comme vous l'indiquez, vous le soulignez, les différences de culture, les différences d'usage, les différences de pouvoir d'achat. Et donc le travail consiste beaucoup plus à amener les gens à réfléchir de la même manière, à se poser des questions, et pas à apporter nos solutions, mais à essayer de trouver les mêmes solutions,
à essayer de trouver un style de management, de veiller à ce que les recrutements soient faits de bon niveau, que la relation avec les franchisés soit une relation de transparence et d'écoute. Donc plus le pays est éloigné, moins ce que vous faites peut s'appliquer. Les recettes ne sont pas automatiquement, ne passent pas bien les frontières, mais l'éthique, la manière de réfléchir, la manière des problèmes, et c'est dans ce sens-là qu'on arrive à rêver de la coordination. Vous croyez, dans un pays comme McDonald's, ce n'est pas parce que nous faisons le même métier et que nous partageons les mêmes problèmes que l'on va devoir appliquer les mêmes solutions. Et je pense qu'on a compris ça, on a fait un grand progrès. On a une question là, au premier rang. Non, au fond, pardon. Bonjour, Adrien, EPSI deuxième année. Je voulais vous demander, parce qu'en fait on a eu vent du retour de Burger King, peut-être en France, enfin il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. Je voulais savoir s'il y avait une stratégie de McDonald's pour contrer ça, ou est-ce que c'est quelque chose que McDonald's craint, et quels sont les points de différenciation ? En effet, il y a des rumeurs grandissantes, parce que ça fait 20 ans que ces rumeurs existent, mais elles se précisent actuellement, où Burger King aurait pris un accord avec Autogrill pour intervenir sur les autoroutes et des lieux captifs. Ils ont déjà un accord en Italie. Nous avons arrêté notre accord avec Autogrill, puisque c'est souvent la manière de pénétrer dans les lieux captifs, aéroports, gares, aires d'autoroute. Et que probablement, je ne pense pas pour des raisons autres, ça se fera avant les élections, mais en effet, on laisse de plus en plus entendre qu'Autogrill aurait fait une offre, que Burger King aurait fait une offre pour acheter Quick. Alors la question de savoir maintenant, est-ce qu'il est bien d'avoir Burger King qui revient en France pour McDonald's ? La réponse, à mes yeux en tout cas, est oui. Je pense que vous ne m'avez pas posé la question sur ce sujet-là quand on parle de l'évolution du marché, mais le marché de la restauration, de ce qu'on appelle l'informal eating out, la restauration commerciale, est très petite en France. Pour vous donner un ordre d'idée, en France, on prend un repas sur 10 à l'extérieur. En Angleterre, c'est 2. Aux États-Unis, en Allemagne, c'est 3. En Allemagne, c'est 2. En Angleterre, c'est 3. Aux États-Unis, c'est 5. Donc, on voit très bien que McDonald's en France a un énorme part de marché d'un tout petit gâteau. Et donc, si on se projette à quelques années, une fois qu'on aura fait le plein de nos sources de business, on sera, si le marché de la restauration commerciale n'évolue pas, on sera automatiquement limité dans notre développement. Et donc, je considère que l'arrivée de chaînes de qualité qui vont générer de l'attractivité pour quitter la cantine, quitter le foyer, quitter le repas, quitter le frigidaire, qui est notre principal concurrent, est quelque chose qui est souhaitable de façon à ce que le gâteau s'élargisse. Après, à nous d'être meilleurs que les concurrents pour prendre notre part de marché ou conserver notre part de marché. Donc, bien sûr que sur le plan court terme, l'arrivée d'un concurrent est toujours gênant, mais quand on se met sur une perspective long terme, c'est nécessaire. On ne peut pas être les seuls à faire la collective du marché de la restauration rapide en France. Et ce n'est pas des Subway ou des marques, certes de qualité, comme Cogent ou Prêt-à-Manger qui va arriver en France, ou même Chipotle qui va arriver en France, ça y contribue, qui vont être suffisants. Donc en fait, une grande marque comme Subway, comme Burger King ou Kentucky Fried Chicken sont nécessaires au développement du marché, à nous d'être les meilleurs. Donc, bonjour, je me présente, je suis Pierre Lopez, étudiant en première année, et j'ai une petite question à vous poser, qui est la suivante. Pour une marque pour une entreprise aussi affirmée que McDonald's, avec une offre aussi élargie qui va du petit déjeuner au café, au dîner, et aussi solide et parfois avec une concurrence qui a l'air résiduelle, quels sont les réservoirs de croissance donc pour une entreprise aussi bien implantée sur le marché de la restauration rapide? Alors, nos réservoirs de croissance, elles sont dans les restaurants McDonald's. C'est-à-dire, on me pose souvent, au premier élément, est-ce qu'il n'y a pas un réservoir de croissance en faisant la vente à domicile? Non, nous n'irons pas en France. Je dis en France parce que dans quelques pays où le coût de la main-d'œuvre est très facile, ils vont, je pense notamment dans les pays asiatiques, il y a quelques expériences de vente à domicile. Nous ne ferons pas ça parce qu'il faut bien comprendre qu'on a un investissement extrêmement important qui est fait et qui aujourd'hui tourne environ 4 heures par jour. Puisque la majorité des repas sont pris, on doit faire 70% de notre chiffre d'affaires sur 4 heures. Donc on voit très bien que l'on a tout au long de la journée, que ce soit le soir, que ce soit la nuit, que ce soit sur le petit déjeuner, qui est un marché très très faible en France, parce que les Français ne prennent pas de petit déjeuner, mais un jour ça viendra. On a donc une source de croissance, McCafé y contribue,
ils contribuent, mais McCafé, c'est 130, 150 McCafé, on en aura 200, 250, donc c'est pas suffisant. Les ouvertures de nuit sont aussi une source de croissance. On travaille actuellement sur un nouveau concept de salade bar. Le marché de la salade, aujourd'hui, est un marché aussi important que celle du sandwich. Et aujourd'hui, on n'a pas une offre très attractive en matière de salade. C'est un produit complexe, avec une grosse DLC, produit très cher, etc. Donc on a un nouveau concept qui est en tête dans une dizaine de restaurants. Donc voilà, autour de salade, autour des McCafé, autour du petit déjeuner, des heures d'ouverture, on a sûrement des sources de croissance, à côté, bien entendu, du développement d'emplacements mécaniques. Comme disait notre président il y a 5 ans, c'est un peu manger plus pour gagner plus. Ça serait, oui, manger plus pour gagner plus. Oui, on peut le tourner comme ça, mais on peut aussi penser que quand on offre Wi-Fi gratuitement de manière illimitée, on invite des gens sans pour autant consommer plus et gagner plus. Mais c'est juste quand même bien, quand on est un étudiant, quand on est un cadre, de venir passer tranquillement en prenant qu'un verre d'eau, et de pas se faire engueuler par un type parce que vous restez assis trop longtemps. Je vous avoue que j'arrive pas à rester en prenant qu'un verre d'eau, mais... C'est ça, bon. Après, prendre un café et un macaron. Oui, un macaron. Bonjour, Clément Perrault, étudiant en 3e année. À propos de la fin de l'interdiction des OGM en France tout à l'heure par le Conseil constitutionnel, vous avez dit que c'était une question stratégique, politique. J'entends mal. À propos de la fin du moratoire sur les OGM, oui. Vous avez dit que le choix, si tant est que la décision perdurait, de McDo de passer aux OGM ou non, serait stratégique, politique et économique. Vous n'avez pas parlé de santé publique. Est-ce que ça vous intéresse, au-delà des salades ? Écoutez-moi, quand on est dans un métier, on reçoit 670 millions de clients par jour dans nos dans nos restaurants. C'est vrai que la santé publique, de manière générale, est liée à la sécurité alimentaire. Et s'il y a une chose qui m'empêche de dormir tous les jours, c'est l'accident alimentaire dans nos restaurants. Et on sait, quelles que soient les mesures que nous prenons, quels soient les process, on sait très bien qu'il n'y a pas de zéro risque en matière de santé publique dans le domaine de l'application. Après, la question que vous posez, est-ce que la santé publique, dans le modèle que nous représentons, nous essayons d'y répondre sans remettre en cause notre business model. Je ne vais pas avoir la réponse facile pour ceux qui pensent qu'il est néfaste pour sa santé de venir manger chez McDonald's. La porte est ouverte à plein d'autres endroits. Ce qu'on essaye, en tout cas, c'est pour les gens qui viennent chez nous, au fil du temps, d'avoir répondu et de donner en tout cas des options, que ce soit par l'évolution de notre gamme, par les efforts que nous faisons sur le sel, les efforts que nous faisons sur le sucre, les efforts que nous faisons sur le goût, parce que le goût est à mettre en parallèle par tout ça. Je pense que très honnêtement, nous sommes très sérieusement au boulot. La question des OGM est une question qui est éminemment politique. Pour l'instant, regardons comment la France se positionne sur ce sujet-là. Ensuite, nous nous déterminerons. Très honnêtement, il n'est pas dans notre idée d'aller... on n'est pas en attente pour, je dirais, régler notre business model tel qu'il est actuellement, d'une ouverture des OGM qui deviendrait légale, qui resterait, quelle que soit, se dit la loi, quelque chose d'extrêmement complexe. Donc non, c'est pas du tout dans nos intentions directes. Mais encore une fois, je réserve ma réponse dans le sens que c'est quelque chose qui vient de tomber. Mais... je ne voulais pas que vous vous entendiez dans votre question que nous négligeons, en effet, je ne l'ai pas mentionné, nous négligeons les problèmes de la santé publique. Je vous réponds, non seulement... Enfin, je dirais que s'il y a une chose à protéger et à conserver, c'est bien celle-ci, puisqu'on s'adresse à des populations très larges de tout âge, particulièrement les enfants. On est dans une période de la société où, en effet, les inquiétudes sur la santé publique, avec les accidents, avec les dérives qu'il y a, je dirais presque une certaine psychose. On l'a bien vu dans notre activité au cours des 6-12 derniers mois, les accidents déclarés ou les accidents réels qu'il y a pu avoir fait partie d'une dérive. Moi, je dis toujours, faisons attention, s'il y a une présomption d'innocence pour les individus, il devrait y avoir aussi une présomption d'innocence pour les entreprises. Enfin, c'est un autre sujet, et je m'adresserai surtout aux médias en disant ça, pas à vous. On va prendre une dernière question. Bonjour, donc Diane Zucker, moi je suis au master spécialisé management international agroalimentaire. Donc vous parlez goût, vous parlez nutrition, c'est des sujets qui sont quand même très d'actualité. Il y en a un que vous n'avez pas abordé, c'est le développement durable. Donc je veux savoir
comment est-ce que McDo se positionnait de ce point de vue-là? Est-ce que la réintroduction du service à table, ça allait dans ce sens-là? Qu'est-ce que vous comptez faire avec tous les déchets qui sont produits, les emballages, etc. Oui, on a une direction du développement durable. On dirait que c'est pas parce qu'on a une direction qu'on fait quelque chose. Mais enfin, en tout cas, on est très, très attentif sur ces sujets-là. Alors, là-dessus, il faut faire encore attention aussi entre un peu de démagogie et le réel travail. Nous sommes au travail et j'aime bien tracer un sillon. Et quand on a des résultats, on les annonce plutôt que pas faire l'inverse, de dire le programme que l'on va de faire, qui fait un joli effet d'annonce, et ensuite on n'aboutit pas. Alors c'est vrai que c'est un travail en même temps sur le développement durable qui touche beaucoup de sujets, mais par exemple pour prendre le sujet qui nous est souvent opposé, par exemple ce sont les déchets de nos packaging dans la rue. D'abord, il y a un travail qui est fait depuis plusieurs années sur la diminution des packaging, à la fois en amont, c'est-à-dire au niveau du fournisseur, et à la fois en aval, au niveau du restaurant. On a un programme qu'on vient de signer maintenant il y a 2 ou 3 ans, avec l'Association des maires de France, l'AMF, qui nous engage à avoir des plans de ramassage complémentaires de celui de la ville. Et aujourd'hui, on a 1200 municipalités qui sont en action là-dessus. On commence à avoir des résultats sérieux. On est sur tout ce qui est l'électricité. On vient d'engager l'ensemble de nos franchisés à passer à l'électricité verte. Et donc depuis début 2010, l'ensemble de nos restaurants fonctionne. Enfin, la part relative de nos besoins de restaurants fonctionne à l'électricité verte. Et donc on est sur un sujet, je dirais. Je prends ces 2 exemples parce que c'est ces 2 exemples qui sont les plus visibles. Il y a des choses ensuite qui sont moins visibles sur, par exemple, la manière dont on va se fournir, les plans d'éclairage de nos restaurants. Plutôt que d'allumer l'ensemble de nos grilles tous en même temps, on a un programme informatique qui permet d'allumer les grilles au fur et à mesure des besoins et en fonction de la montée en puissance dans la journée. D'accord, ok, merci. Voilà. J'aurais peut-être aussi juste... Je suis désolé, on va devoir conclure parce qu'il y en a qui ont cours. Encore merci, Monsieur Petit, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à tous et j'espère que tous vous avez pu apprendre le livre ou récupérer le livre sur les 30 ans de McDonald's. Merci à tous, merci de vos questions, à bientôt. Merci au groupe La Poste et au cabinet Mazars, nos sponsors. Merci à ESSEC TV, merci à Noir sur Blanc, nos partenaires et les équipes techniques de l'ESSEC aussi. Rendez-vous le mardi 6 décembre pour un débat sur la RSE avec Emmanuel Faber, numéro 2 de Danone, et Jean-Marc Borrello, le PDG de SOS, au CNIT de la Défense. Merci beaucoup.